Bonjour à tous, ici Kadi Florian. Aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie de notre vidéo qui consiste à se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant le Raspberry Pi, et ceci fait suite à la vidéo précédente. On utilisait un serveur VNC pour pouvoir remotely accéder à notre Raspberry Pi. Donc, juste pour rappeler l'architecture actuelle, nous avons notre réseau Wi-Fi. Et dans notre réseau Wi-Fi, nous sommes connectés au point d'accès Wi-Fi qui s'appelle Wi-Fi-Kadi.Extender. Et dans ce réseau Wi-Fi, actuellement, nous avons notre Raspberry Pi qui est connecté en mode Ethernet au port Ethernet du modem Wi-Fi en quelque sorte. Et cet ordinateur qui est connecté directement par le port Wi-Fi ou via le Wi-Fi. Donc, on va faire ceci. Première chose, on va encore confirmer notre configuration Wi-Fi ipconfig. Effectivement, nous sommes sur l'adresse 192.68.100.8 et la passerelle par défaut 192.168.100.1. Et pour vérifier que notre Raspberry est toujours accessible, on va travailler sur 5. On va d'abord afficher la table ARP qui va nous afficher la table ARP sur l'interface Wi-Fi. Vous voyez que on a 7, mais on n'a pas le point 10 parce qu'on est effectivement passé par l'interface Wi-Fi. Pour vérifier maintenant que le Raspberry Pi est bien accessible, on va prendre 192.168.100.10. C'est accessible. Et on va à nouveau actualiser maintenant la table ARP. On va voir que effectivement dans la table ARP, l'interface n'est pas visible. Pourquoi? Parce qu'on est, rappelez-vous, on est bien sur l'interface Wi-Fi, c'est-à-dire ce qu'il est capable de voir sur son interface Wi-Fi. Pour l'instant, pour accéder à l'interface que nous utilisons, il est passé par la passerelle par défaut, et directement derrière la passerelle par défaut, il y a notre Raspberry Pi qui est connecté sur le port Ethernet sur son LAN 1 et il traverse donc la passerelle par défaut pour accéder à cette adresse IP qui est l'adresse du Raspberry Pi. On continue donc, on s'est arrêté, c'est-à-dire remotely, on est déjà sur notre interface de Raspberry Pi sur son interface Ethernet. Donc son interface Ethernet qui a l'adresse 192.68.100.10. Le masque sous réseau, passerelle, le broadcast et j'en passe pour toutes les autres informations. Mais nous allons maintenant utiliser cette interface, le WLAN, pour pouvoir nous connecter au réseau. Bon, pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes maintenant sur l'interface graphique de notre Raspberry Pi, donc c'est son ordinateur en quelque sorte. On va baisser cette interface, on va partir ici. On va voir tous les réseaux qui sont disponibles, qui sont accessibles, et on veut travailler sur ce réseau. On va donc cliquer sur le réseau Wi-Fi. Il va nous demander les paramètres de connexion. Donc on va saisir les paramètres de connexion de ce réseau en question. Là, vous saisissez généralement le mot de passe. Désolé. Là, vous saisissez généralement le mot de passe de Wi-Fi en question. Donc, je vais essayer de valider pour voir si je ne me suis pas trompé de mot de passe. Il me demande encore la pré-share key. Bon, je vais vérifier. Ok, là c'est bon. Donc, il a pu se connecter maintenant directement sur l'interface Wi-Fi de notre modem. Et regardez bien la différence avec tout à l'heure. Vous voyez qu'une nouvelle adresse IP vient d'arriver. Donc, on a notre interface Ethernet dont on avait parlé depuis cette vidéo 192.168.100.10 qui est l'interface Ethernet. On a le Wi-Fi auquel il est associé, associated with Wi-Fi-Kadi, et on a maintenant l'adresse IP
de cette interface Wi-Fi, donc 192.68.100.11. Pour vérifier cela, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va repartir sur notre interface et on va ressaisir la commande qu'on vient de saisir. Si vous vous rappelez déjà ce que j'avais dit à la vidéo précédente, pour rapidement retrouver une commande qu'on vient de saisir, on va juste utiliser les touches précédentes. Bon, on va d'abord faire un clear pour rendre ça vide et on va revenir à ipconfig. Regardez maintenant la différence dans les ipconfig. On a maintenant deux interfaces disponibles. L'interface Ethernet 192.68.100.10 et on a l'interface Wi-Fi 192.68.100.11 qui est sur l'interface Wi-Fi. Et les deux interfaces peuvent maintenant dialoguer ou communiquer entre elles. Ceci dit, comme les interfaces sont disponibles, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur notre ordinateur. Bon, pour que ça ne soit pas trop embrouillant, je vais d'abord réduire les VNC et je vais revenir sur l'ordinateur actuel. Sur l'ordinateur actuel, là, je suis dans ma ligne de commande. Je vais aussi faire un clear ici, là, pour rafraîchir l'interface. On va taper table ARP. Vous voyez qu'il a toujours sa table ARP. Maintenant, pour remplir sa table ARP, on va faire un ping sur la nouvelle interface qui est disponible. 192.168.100.11. Effectivement, c'est la nouvelle interface de Raspberry Pi sur le Wi-Fi. On va lui demander affiche-nous à nouveau ta table ARP. Et vous voyez ce qu'il vient de faire. Il vient de mettre à jour sa table ARP et il a ajouté l'adresse IP 192.168.100.11 qui est l'interface Wi-Fi de notre Raspberry Pi. Et il peut afficher ici parce que ça c'est sa table ARP sur l'interface Wi-Fi. Ce qu'il ne pouvait pas afficher, ce qu'il avait de la peine à afficher tout à l'heure parce que cette adresse IP n'étant pas déjà disponible puisqu'on vient de se connecter au Wi-Fi par notre Raspberry Pi et de deux, c'est suite au ping. Donc c'est qu'on a fait le ping qui s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle adresse qui est disponible et il a rafraîchi sa table ARP pour pouvoir rendre cette interface accessible. Et maintenant, on a donc quasiment les quatre ou les deux interfaces, c'est-à-dire l'interface Ethernet et l'interface Wi-Fi qui sont accessibles directement depuis notre ordinateur. Bon, on va repartir maintenant sur le VNC. Le VNC à ce niveau, on a accès au remotely à notre Raspberry Pi. Et sur notre Raspberry Pi en question, nous avons donc notre serveur VNC qui est disponible et on accède directement en utilisant le client sur cette machine Windows du client VNC pour pouvoir maintenant manipuler directement le Raspberry Pi depuis cet ordinateur. Donc vous voyez donc on peut directement connecter le Raspberry Pi, euh, directement allumer le Raspberry Pi et le connecter sur notre réseau sans plus trop de soucis. On le manipuler à distance depuis un ordinateur sans avoir besoin forcément de le connecter avec tout l'arsenal qui sont le clavier, la souris et bien d'autres. Et on va terminer dans cette partie en reprécisant effectivement que vu qu'il propose déjà ce service, il fonctionne exactement comme un serveur fonctionnerait dans une infrastructure informatique ou dans un réseau informatique. Généralement, quand vous avez affaire à un serveur, pour économiser les ressources, un serveur n'a pas besoin de clavier, souris, écran et tout le reste. C'est généralement juste une machine qui va tourner 24 heures sur 24 et qui va fournir un service. Et là, en l'occurrence, il y a deux services qui sont disponibles, c'est-à-dire le DHCP, puisque c'est lui qui nous attribue les adresses IP en quelque sorte dans ce réseau. Et actuellement, on a testé un nouveau service qui est le serveur VNC pour pouvoir connecter à ce Raspberry Pi de manière distante. Donc, ceci dit, qu'est-ce qu'on va donc conclure en disant que le Raspberry Pi peut donc fonctionner exactement comme un serveur dans une infrastructure locale et à ce niveau, on peut donc le confier certains services et parmi les services qu'on pourra donc le confier, on va essayer dans les prochaines vidéos, dans les jours qui suivent, de commencer à tester d'autres services
On a déjà eu à peut-être parler d'un service qui était déjà disponible en serveur, les brokers, lorsqu'on était sur les playlists qui concernent les microcontrôleurs et en l'occurrence le ESP32. Mais nous allons y revenir parce que une nouvelle playlist va être lancée d'ici peu qui va consister à utiliser maintenant ce Raspberry Pi pour pouvoir faire fonctionner un serveur VoIP dans notre réseau local et pouvoir tester la téléphonie sur un réseau interne. Sur ce, je pense qu'on va se séparer et on va déjà vous donner un aperçu de la prochaine partie, c'est le PRTG. C'est-à-dire, vu qu'on a maintenant un serveur dans notre système, comment vérifier que le serveur est disponible, comment vérifier que le serveur fonctionne, et si le serveur crash, comment vérifier peut-être que le serveur effectivement a crashé ou comment vérifier, en tout cas, comment faire du monitoring. Donc, pour cela, on va donc utiliser notre application qu'on avait à présenter depuis le début, PRTG, et on va, à travers PRTG, présenter deux services de vérification de disponibilité qui sont probablement le PIN pour la fonction, le service le plus rapide à vérifier, puisque c'est de niveau 2 ou niveau 2 dans la pile TCP. Sur ce, je vous remercie et à une prochaine vidéo.